Avez-vous déjà noté qu'il existe des événements qui changent le cours du monde? Des moments où le monde bascule? Eh bien pour moi, le 24 mai 1976 fait partie de ces moments. Ce jour-là, dans un hôtel parisien, s'est déroulé ce qu'on appelle désormais le Jugement de Paris. Une dégustation qui allait ébranler plusieurs siècles de domination française dans le monde du vin. Peut-être le plus grand renversement de situation jamais vu dans ce domaine. Et même la crise du phylloxéra, qui aura été dévastatrice, n'aura pas eu autant d'impact. Cette histoire, ça fait 50 ans qu'on nous la rabâche, comme si c'était un coup du destin. Mais après avoir creusé les faits, je me suis fait une réflexion, je me suis fait une conclusion. Et c'est simple, pour moi, c'est une immense escroquerie. Une opération parfaitement orchestrée pour faire tomber l'empire viticole français. Rien que ça. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder au-delà de la version officielle, d'entrer dans les coulisses pour découvrir la plus grande manipulation de l'histoire du vin. Et croyez-moi, après ça, vous ne regarderez plus jamais une bouteille de vin de la même manière. Mais commençons par le commencement. Voici l'histoire telle qu'on nous l'a toujours racontée. C'est dans le Paris créatif des années 70 qu'elle se déroule. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, la viticulture française, elle domine tous les débats. C'est la première en Europe comme partout dans le monde. C'est dans ce contexte qu'un marchand de vin anglais installé à Paris, Steven Spurrier, organise une dégustation à l'aveugle. L'idée de départ semble pourtant banale. Comparer les meilleurs vins français aux meilleurs vins californiens, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance américaine. Pour juger ces vins, Spurrier réunit un panel impressionnant. Odette Kahn, la directrice de la Revue des vins de France. Aubert de Vilaine, le propriétaire du mythique château de la Romanée-Conti. En gros, les plus grosses pointures du monde du vin sont là. La presse française, en revanche, va refuser poliment l'invitation. En effet, le 29e Festival de Cannes va clôturer son édition. La 29e édition, ils vont donner la palme à Martin Scorsese pour Taxi Driver avec Robert De Niro. Et donc les rédactions comme Le Monde et Le Figaro ont d'autres choses à faire que de s'occuper d'une dégustation dont on connaît tous le résultat à l'avance. Évidemment, les vins français vont battre les vins californiens. Il n'y a pas de débat. Donc seul un journaliste du Time viendra, George Taber, et c'est lui qui retranscrira par la suite les résultats de la dégustation dans son magazine. Donc les bouteilles sont présentées de manière anonyme devant les juges. Donc d'un côté, vous avez l'aristocratie française avec Mouton Rothschild, Château Aubryon, Meursault Charme, et de l'autre côté, vous avez les outsiders californiens, Ridge Mountain, Stag's Leap ou encore Château Montelena. La dégustation est à l'aveugle et les étiquettes cachées dans de grandes chaussettes pour ne pas reconnaître le vin, car seul le vin doit parler. Donc les vins blancs sont servis en premier, d'une couleur limpide, éclatante, presque dorée dans certains verres. Les juges se concentrent, observent, puis amènent délicatement leur verre à leur visage. Premier contact, le bouquet. Certains ferment les yeux, d'autres froncent légèrement les sourcils. Un vin évoque des agrumes frais, presque des fruits exotiques, mangue, ananas. Sur un autre, on sent davantage la noisette, le beurre, des notes de brioche grillée qui trahissent un élevage en fût de chêne longuement travaillé. Ah, de retour en France, s'exclame Raymond Olivier, doyen des critiques culinaires français, en sirotant avec satisfaction un chardonnay californien de Frimark Abbey. Pendant ce temps, un autre juge déclare devant un bâtard montrachet de Bourgogne. Celui-ci est typiquement californien, il n'a aucun nez. Ces commentaires sont soigneusement notés par Taber. Au fur et à mesure, la confusion s'introduit subtilement dans l'esprit des participants. Et Odette Kahn reste silencieuse, et son regard légèrement crispé en dit long. Elle doute, et cela commence à l'agacer. Viennent ensuite les vins rouges. Des robes d'une couleur profonde remplissent les verres. Ici, ce qui frappe immédiatement, ce sont les tanins. Certains vins sont puissants, imposants, presque insolents. Des fruits mûrs qui explosent en bouche, accompagné d'un soupçon de vanille et de bois fumé. Et puis arrive finalement le dépouillement. Et là, ça me fait mal de le dire, les Français ont préféré les vins californiens. Pour les Blancs, Château Montelena 1973 devance les Grands Bourgognes. Et pour les Rouges, Stag's Leap Wine Cellar 1973 surpasse Mouton Rothschild et Aubryon. Rien que ça. Plus qu'un séisme, c'est une véritable révolution. George Taber publie l'information dans le San Francisco Examiner, 4 petits paragraphes qui vont transformer l'industrie viticole mondiale. Voilà donc l'histoire telle qu'on nous l'a racontée, ou peut-être même telle qu'on nous l'a révélée. Belle, propre, sans bavure, le petit David californien contre le Goliath français. Le nouveau monde ébranlant l'ancien, une histoire parfaite. Car quand une histoire semble trop belle, c'est que souvent il y a un loup. Et celle du jugement de Paris comporte quelques zones d'ombre. Première faille, un témoin unique. Un seul journaliste était présent ce jour-là,
George Taber, correspondant du Time à Paris. Pas de presse française, pas d'autres journalistes internationaux. Un témoin unique qui devient l'unique source de cette histoire. Il raconte ce qu'il a vu, ou peut-être ce qu'il a voulu y voir. Son article, 4 petits paragraphes. Un entrefilé publié 2 semaines plus tard, le 7 juin 1976. Une brève qui aurait pu passer inaperçue si elle n'avait pas été reprise, amplifiée, transformée en légende. 30 ans plus tard, Taber écrira un livre entier sur l'événement, Le Jugement de Paris. Il façonne la mémoire collective, il grave dans le marbre sa version des faits. Une version que personne ne peut contredire puisqu'il était le seul journaliste présent. Imaginons un instant que les rôles soient inversés. Qu'un journaliste français soit le seul témoin d'une compétition où la France triomphe des États-Unis. Combien de temps faudrait-il, à votre avis, pour que les médias américains crient au scandale, pour qu'ils exigent des preuves? Deuxième faille, l'organisateur lui-même, Steven Spurrier, un Anglais, n'était pas un arbitre neutre. Ce dandy tenait la plus éclectique cave à vin de Paris. Et durant ses premières années à Paris, il organisait des dégustations de vin, faisait la promotion des vins californiens. Au cours de ses recherches, il s'était rendu compte que certains vins californiens avaient des profils similaires aux grands vins français. Il avait observé qu'il n'était pas toujours évident de les différencier. Et vous pouvez vous imaginer la frustration que c'est quand vous savez que vous vendez des bons vins, des produits de bonne qualité, et que les gens n'achètent pas parce qu'ils ne viennent pas du bon endroit, parce qu'ils ne sont pas à la mode. C'est alors que naquit dans son esprit tordu d'anglais une envie de jouer un bon tour à ses amis français. Plus troublant encore, la sélection des vins. Spurrier avait voyagé en Californie pour choisir lui-même les vins américains. Il avait sélectionné spécifiquement ceux qui ressemblaient le plus aux vins français. Des vins conçus pour tromper le palais des juges. Et les vins français, étaient-ils les meilleurs représentants? Étaient-ils correctement conservés? Ça, c'est question sans réponse. Autre faille, et peut-être la plus révélatrice, les chiffres eux-mêmes. L'écart entre le vainqueur américain et le premier français, 0,05 points sur 20. Un écart infime, statistiquement insignifiant. Le docteur en sciences, Fabrizio Brucella, spécialiste italien du vin, a refait les calculs. Et sa conclusion est édifiante, la moyenne, c'est le pire descripteur statistique pour départager des vins en jury. Selon la méthode utilisée pour comptabiliser les notes, le gagnant change. En fait, si on utilise la moyenne, c'est Staglips qui l'emporte. Si c'est la moyenne tronquée, c'est Mouton Rothschild. Si c'est le classement par rang, ça sera encore Staglips. Et si on utilise la méthode Condorcet, c'est Montrose qui gagne. En d'autres termes, il n'y a pas de vainqueur clair. Les résultats, ils dépendent de la façon dont on les calcule. Et qui a choisi la méthode de calcul? L'organisateur lui-même, Steven Spurrier, un anglo-saxon. Odette Kahn, l'une des juges, a d'ailleurs protesté. Elle a demandé la restitution de ses notes, refusant d'accepter les résultats. Et c'est un détail qu'on omet assez souvent. Le résultat, en tout cas, il est catastrophique. Le scandale, il est complet chez les initiés. Odette Kahn, elle est ridiculisée. Aubert de Vilaine, il est accusé d'avoir fait reculer de 100 ans les progrès de son vignoble. Et on appelle même à la démission de Pierre Bréjou, qui est l'inspecteur général des AOC, peut-être la personne la plus influente dans le monde du vin à cette époque-là. Les médias français décident de ne pas parler de l'affaire. Le Figaro et Le Monde font seulement un papier dédaigneux à ce sujet. Mais alors, pourquoi cette version a-t-elle si bien fonctionné? Pourquoi a-t-elle été acceptée sans débat? Et c'est là que cette histoire devient vraiment intéressante. Car ce qui s'est joué ce jour-là, ce n'est pas seulement une dégustation de vin. En fait, c'est une bataille dans une guerre plus large, une guerre que la France n'a pas vue venir. Pour comprendre, faisons un détour dans l'histoire. 1415, Azincourt. Les chevaliers français, ils sont lourds de leur armure, ils sont lourds de leur arrogance et ils sont décimés par les archers anglais. C'est une défaite qui est autant due à leur suffisance qu'à leur incapacité à s'adapter à ce nouvel adversaire. Le jugement de Paris, c'est notre Azincourt moderne. Les Français étaient un peu comme ces chevaliers en armure lourde, confiants, sûrs de leur supériorité. Et les Américains, ils ont joué le rôle des archers anglais. Ils ont changé les règles du jeu, frappant là où on ne les attendait pas. Les Français orgueilleux, eux, ils n'ont pas cherché à noter les vins. Ils ont cherché à mal noter les vins californiens. Et là, tout est la différence. La dégustation, c'est un art difficile parce que ça révèle notre propre fragilité et ça montre à quel point c'est difficile de ne pas se laisser influencer par des éléments extérieurs. Et nos Français, eh bien, ils se sont jetés dans la gueule du loup et ils se sont trompés d'exercice. Ils cherchaient les vins californiens, donc les moins bons dans leur esprit. Et l'exercice n'était pas facile car les vins avaient été soigneusement sélectionnés au préalable par Steven Spurrier. Et les vins considérés comme français, à savoir les meilleurs, étaient les vins les plus flatteurs parce qu'ils venaient
chardonnay des régions chaudes de la Californie. En fait, pour comprendre ce qui s'est joué, il faut prendre l'exemple du chardonnay. Le chardonnay, c'est un cépage qui est relativement neutre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui fait sa transformation malolactique. Et c'est donc en partie par le travail effectué au chier que l'on va établir son profil aromatique. Ça veut dire que sur un travail effectué avec les mêmes méthodes, c'est la maturité des raisins au moment de la vendange qui va faire la différence. Or, dans les vignobles californiens bénéficiant d'un ensoleillement plus important que les bourguignons, les vins présentent des arômes plus exotiques. Pour les dégustateurs de l'époque pas habitués à faire ce genre de distinction, ça a certainement joué. Et ça n'était pas un accident, c'était une stratégie. Dans les années 70, les États-Unis cherchaient activement à développer leur industrie viticole. La Californie, avec son climat méditerranéen, semblait idéale. Mais pour percer sur le marché mondial, il fallait briser un mythe, celui de la suprématie française. Il fallait un événement symbolique, un coup d'état médiatique, une victoire même minime qui pourrait être amplifiée, transformée en récit fondateur. Et ça, on sait que les Américains, ils savent très bien le faire. Le jugement de Paris, il a permis exactement cela. C'est une histoire simple, banale. C'est David contre Goliath. C'est le petit producteur américain innovant contre l'aristocratie française poussiéreuse. C'était aussi une manifestation du soft power américain. En pleine guerre froide, une affirmation culturelle. Une façon de dire au monde, nous ne sommes plus seulement la puissance militaire et économique, nous pouvons aussi exceller dans des domaines traditionnellement européens. Et la France, elle est tombée dans le piège. Par arrogance, par suffisance, par conviction d'une supériorité presque incontestable, et elle n'a pas vu qu'elle jouait sur un terrain miné, avec des règles qui n'étaient pas les siennes. Et donc le piège, il a pu se refermer comme prévu, et au moment des dépouillements, la surprise, elle était bien là et la honte totale. Mais les conséquences, elles ont été bien plus dévastatrices que ce que l'on pouvait imaginer. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, George Taber, il va publier un article dans la presse locale, en bas de page. Et pourtant, l'info, elle va exploser rapidement. Mike Grish, le vainqueur pour les Chardonnays, il reçoit un coup de fil de la presse locale et il va même se demander qu'est-ce qu'il a fait de mal. Un vent d'espoir s'ouvre sur la Californie viticole. Ces producteurs talentueux voient enfin la possibilité d'égaler, voire de surpasser les grands crus français qu'ils admiraient depuis toujours. Et les investissements dans les vignobles californiens, ils ont explosé. En un an, les exportations de vins américains ont augmenté de 30%. Le nombre de domaines de Californie a doublé en une décennie, passant d'environ 330 en 1975 jusqu'à plus de 700 en 1985. À partir de ce moment, l'industrie du vin californien, elle va exploser. Et à sa suite, les vins du Nouveau Monde vont leur emboîter le pas. C'est fini le carcan des grands bourgeois, les succès est à la portée de tous. C'est réellement le rêve américain. Mais l'impact, il est plus profond parce qu'il est culturel. C'est l'émergence d'un nouveau paradigme dans le monde du vin. Et ça, c'est symbolisé par l'émergence de Robert Parker et son système de notation sur 100 points. Et c'est à partir de ce moment-là, chers amis, que va débuter la guerre du vin. De cette histoire pourront en être bien d'autres, et l'histoire pourra voir se lever le messie du vin, j'ai nommé Robert Parker. Alors Robert Parker, c'est un avocat américain devenu critique de vin. Il a commencé sa carrière un peu après le jugement de Paris. Son système simple, direct, a rapidement supplanté les notations traditionnelles européennes. Un vin noté 95 sur 100 par Parker voyait son prix s'envoler, et un vin ignoré par lui pouvait disparaître du marché. Et à votre avis, quel vin Parker préférait-il ? Eh bien, ceux qui ressemblaient aux vainqueurs du jugement de Paris. C'était des vins puissants, concentrés, boisés, avec beaucoup de fruits. Des vins qui impressionnent immédiatement plutôt que des vins qui se révèlent lentement. Le goût Parker, c'est devenu la norme mondiale. Pour vendre, il fallait plaire à Parker. Et pour plaire à Parker, il fallait faire des vins à la californienne. Les œnophiles, les amateurs de vin, reconnaissent désormais que les grands vins peuvent provenir de presque n'importe où si le climat est propice. Avant ça, c'était une hérésie. La plupart des gens, ils pensaient que seule la France avait le terroir approprié pour produire de véritables grands vins. Et la conséquence pour la France, elle a été dramatique. Parce que, évidemment, il y a une perte de marché, mais surtout, il y a une remise en question douloureuse de pratiques ancestrales, de pratiques séculaires. De nombreux producteurs français se sont mis à imiter le style californien, à utiliser plus de bois neuf, à vendanger plus tard, à obtenir plus de sucre, donc plus d'alcool, plus de sucrosité, à privilégier l'extraction maximale plutôt que l'équilibre. Les appellations traditionnelles françaises basées sur le terroir ont perdu du terrain face à une approche centrée sur le cépage. Le consommateur ne cherchait plus un Bourgogne ou un Bordeaux, mais un Chardonnay ou un Cabernet Sauvignon. Et la géographie cédait le pas à la botanique. Certains grands châteaux français ont même été rachetés par des groupes américains ou des investisseurs internationaux. Le patrimoine viticole français s'est progressivement mondialisé, financiarisé. Et ça explique pourquoi nos parents pouvaient boire des grands crus à un prix très modique et qu'aujourd'hui, il faut au minimum 100 € pour boire un grand cru du Médoc. Et tout ça à cause d'une dégustation, ou plutôt à cause du récit qu'on en a fait. Et si vous voulez mon avis, la leçon fondamentale du jugement de Paris, c'est que ça n'est pas la réalité qui change le monde. Mais bien souvent, c'est l'histoire qu'on va
raconter sur cette réalité. Et voilà, chers amis, la France, elle s'est faite piéger non pas par la qualité des vins californiens, qui est réelle, mais par sa propre arrogance. Cette conviction que son excellence était évidente et n'avait pas besoin d'être défendue. Un orgueil culturel qui nous a rendus aveugles aux signes d'une guerre qui se tramait. C'était pas un simple concours, mais c'était une guerre parfaitement orchestrée. Nos partenaires ne nous veulent pas du bien. D'ailleurs, ils ne nous veulent souvent pas du mal, mais ils défendent leur intérêt stratégique et ils ont raison de le faire. Et pour ça, ils vont utiliser tous les moyens disponibles, y compris une simple dégustation, pour conquérir un marché très lucratif. Moi, je vois quotidiennement les conséquences de cette histoire. La méthode Parker, elle a transformé radicalement notre approche du vin, notre technique de vinification, et plus grave encore, jusqu'à notre philosophie même. Je ne prétends pas que les vins californiens sont mauvais, et d'ailleurs certains sont excellents, souvent très chers, soit dit en passant. Mais l'histoire qu'on nous a racontée n'est pas complète. Il y a des zones d'ombre et des intérêts cachés que notre naïveté nous a empêchés de voir pendant trop longtemps. Alors maintenant, que faire? Nous lamenter? Regarder passivement la mondialisation du goût? Enfin, moi personnellement, je pense que non, il faut qu'on commence à agir concrètement. Premièrement, soyons des consommateurs conscients. Chaque achat, c'est un vote pour un vigneron, c'est un vote pour une philosophie de vin. Chaque achat, c'est un vote pour une vision du vin. Cherchez des producteurs qui respectent leur terroir, qui travaillent avec intégrité et passion. Et deuxièmement, éduquez votre palais. Apprenez à distinguer un vin façonné pour impressionner d'un vin qui raconte une histoire, un vin qui exprime fidèlement son terroir. Enfin, partagez ce savoir, organisez des dégustations, remettez en question les notes, les classements standardisés qui formatent notre perception. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, cette histoire, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est manipulée? Est-ce que la France, elle a été victime d'une stratégie délibérée ou si simplement elle a été victime de sa propre arrogance? Ou peut-être tout simplement que les vins californiens étaient réellement supérieurs aux vins français. À bientôt et souvenez-vous que chaque gorgée de vin est aussi une gorgée d'histoire.